Bien, bonsoir à tous. Nous allons procéder à l'appel avec M. Amar. Mesdames et messieurs les élus, bonsoir. Michel Abiel, Jean-Marc Leonetti, Pierre Tonarelli, Sophie Chavon, Claude Farcy, Joël Baltz, Jean-Philippe Musso, Agnès Abiel, Grégory Boucher, Caroline Tchélékian, Gérard Pateau, Vincent Leca, Monique Slissa, Patricia Boigard, Sylviane Réau, Didier Long, Karine Vassalo, Fabrice Vega, Miaël Habitat, Audrey Giallo, Julien Dardenne, Audrey Ville, Éric Enami, Francette Mépi, Gérard Malat, Alain Ponce, Romain Marot présent, Joël Fioril-Reynaud, Michel Nicolaï, Katia Delavaux, Michel Scamaroni, Solange Gorny-Lacroix, Fusonne Maximilien, Emeline Coche et Rosie Inodi. Excusez toujours Madame Lépi. Procès verbal de la séance du 26 juin. Y a-t-il des questions, des remarques? Oui. Bonjour à tous. Au dernier conseil municipal du mois de juin, nous avions présenté une délibération pour la création d'un centre social. Monsieur Leonetti, donc je vais citer, avait dit lors de ce conseil, on la représentera et on en parlera à la rentrée. C'est un souhait de monsieur le maire, il ne veut pas la présenter sur ce conseil-là, donc le conseil du mois de juin. Comme je vous le dis, on en rediscutera en septembre. Donc nous avons envoyé cette délibération dans les temps, fin août, et on voit qu'elle n'est toujours pas présentée sur ce conseil. Non, je ne l'ai pas enroulée, effectivement. D'ailleurs, elle ne nous a pas été présentée à la commission. Exact. Mais pour quelle raison? Il n'y a pas l'utilité d'enrôler ce type de délibération. Alors, ça va effectivement un peu en contradiction, je m'en excuse, avec ce qu'a dit monsieur Leonetti lors du conseil du 28 juin, puisque c'est lui qui le présidait, je souhaitais ne pas l'enrôler. Et pourquoi on ne peut pas en débattre directement au conseil, même si vous ne le souhaitez pas? Et, voilà. J'ai décidé de ne pas l'enrôler. Dictature. Comment? Pas de débat, dictature. C'est ça, la dictature. Bien, d'autres remarques? On vous la représentera. Tant que vous voulez. D'autres remarques? J'ai d'autres remarques concernant les demandes de documents que nous avons fait lors du dernier conseil municipal. Le procès verbal, madame. Eh bien, c'est justement dans le procès verbal, il était indiqué que nous aurions transmission des informations qui concernaient les travaux de proximité qui avaient été décidés. C'était une décision de votre part. On n'avait pas de description des travaux de proximité. On souhaitait avoir ces informations-là. Dans le PV, c'est la page. Je n'ai pas entendu. Dans les décisions que vous aviez prises, il y avait des travaux de proximité sur la Gabotte. On n'a pas eu d'explication sur la qualité de ces travaux. Et on nous avait dit qu'on nous répondrait. On n'a aucune information à ce jour. Alors, donc, je continue. Oui, pardon. Je continue. D'autre part, on a aussi demandé un tableau récapitulatif que Madame Coche et moi-même avions demandé sur tous les travaux concernant la requalification de la Gabotte, avec en plus les contentieux en cours. On nous a répondu qu'un dossier nous serait envoyé. On n'a pas eu de réponse de la part de Madame la DGS. On n'a eu aucune réponse sur le contentieux. Les deux groupes ont eu une réponse sur les contentieux très documentée, très précise. Ça, je vous l'affirme. Ça, c'est certain, cet été. Et on était resté là. En mai, on a eu une information, mais en juin, il y a eu des décisions supplémentaires et
et des contentieux supplémentaires qui ont été présentés en conseil municipal de juin. On a demandé un tableau récapitulatif qu'on n'a pas eu. En juillet, on n'a rien eu. Vous avez eu une réponse, j'en suis certaine. On va regarder. Ok. Madame Coche confirme qu'il n'y a pas eu de document non plus. Du coup, Le 4 juillet à 15h55, le cabinet du maire vous a répondu aux deux groupes. Moi, je l'ai sous mes yeux, mais on vous la remontera. merci, c'est gentil. C'est normal. Du coup, on représentera la délibération. On fait face à quelques petites problématiques, du coup, parce qu'il y a des engagements qui sont tenus au sein des conseils municipaux, mais qui ne sont pas tenus ensuite dans les faits. Donc, on a encore une problématique entre les paroles et les actes que vous pouvez tenir et que vous pouvez faire. Donc, on représentera effectivement tous les mois la délibération. Juste un point, Monsieur Leonetti, sur le précédent conseil municipal, juste une question de culture générale. Vous évoquiez en page 31 du compte-rendu du conseil municipal de juin un article de presse qu'on vous a soufflé dans le creux de l'oreille. Et effectivement, ce ne sont pas des journalistes parisiens qui l'ont écrit, c'est le journal Le Parisien qui a fait cet article-là. Voilà, c'est juste pour une question de culture personnelle pour cet article qu'on vous a soufflé rapidement dans le creux de l'oreille. Jean-Philippe. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, pour répondre à votre question, c'était donc la décision prise par la délégation en date du 14 juin 2024. En fait, il s'agissait donc de la délibération 69-24 qu'on avait prise donc le 4 avril 2024, qui concernait une réaffectation de subvention qui était initialement prévue pour l'aménagement de la Marjolaine et qu'on a réaffecté sur des groupes scolaires. En fait, la décision du 14 juin vient parce qu'il y a eu des problématiques sur le numéro de dossier qui n'était pas le bon pour qu'elle puisse être enrôlée. Donc c'est juste une erreur de numéro de dossier. Et du coup, cette demande de subvention devrait passer prochainement, cette semaine normalement, au conseil départemental pour savoir si on a ou pas la subvention. Donc c'était une subvention de 59 500 €. C'est juste le numéro qui était erroné. C'est pour ça qu'il y a eu la décision du 14 juin. Merci. Pas d'autres questions? Donc, procès verbal, donc je le mets au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Nous avons un certain nombre de décisions prises par délégation du conseil municipal. Y a-t-il des remarques sur l'une ou l'ensemble de ces décisions? Oui. Oui, je voulais savoir si vous pouviez donner des détails sur les travaux effectués dans les groupes scolaires. Et par ailleurs, la question concernait aussi le troisième marché pour le pont de Versailles. Je voudrais savoir ce qu'il en est sur cette histoire de pont de Versailles. Puisque là, aujourd'hui, on nous avait répondu que c'était pour faire un pont pour que les pompiers puissent passer. Là, aujourd'hui, en fonction du tonnage qui est annoncé, ça me paraît supérieur à l'utilisation des camions de pompiers. Ce pont existait déjà, hein. C'est un pont qui est situé quand vous prenez la route de Versailles pour aller vers la forêt et qui avait été endommagé, qu'il a fallu réparer dans le cadre des travaux de réfection qui sont indiqués dans la liste des marchés attribués. Oui. L'augmentation du tonnage référencé. J'ai fait réparer le pont suivant les méthodes qui m'ont été dites. Peut-être que M. Leonetti. Excusez-moi, c'est pas dans les délégations prises par le conseil municipal. Non, mais je sais, mais c'est ce qu'évoque madame. Après, on va dire que je suis dictateur, je ne veux pas répondre. C'est pas ce qu'on évoque, madame. Non. On est sur les marchés, là. Non, on est sur les décisions. Vous avez anticipé. Mais c'est pas très grave. Il y en a deux de ponts. Il y en a deux de ponts à Versailles. Donc, il a fallu. Le premier a été endommagé lors de l'incendie par les pompiers qui sont passés dessus. Donc, on l'a refait. Et là, c'est le deuxième pont aussi qui mène sur des habitations qui a été refait aussi. Mais il y en a un de pont où les pompiers peuvent passer. Et c'est d'ailleurs, c'est eux qui nous l'ont signalé quand il y a eu le feu qui sont passés, et donc il a fallu le refaire. Mais sur le deuxième pont, il existait, et en fait, c'est la voûte qui est sous le pont qui a été reprise. C'est la voûte de sous le pont qui a été reprise. Bien, cette explication étant donnée, on peut revenir aux délégations. Oui, madame. Bonsoir à tous.
On a une liste de demandes de subventions, notamment donc pour le football, et j'aurais voulu savoir le montant des subventions demandées et s'il y avait une participation qui restait à la mairie suite à ces demandes de subventions sur les travaux qui ont été mentionnés. Oui, alors, d'abord, pourquoi dans des décisions, c'était par rapport à des délais dépassés. C'est-à-dire qu'on avait délibéré, on risquait de les perdre, ce qui était dommage. Concernant la reprise du gazon du stade Sumer, on a un montant éligible à la subvention de 11 004, une subvention escomptée de 2 280 et un autofinancement de 9 120. Concernant la reprise du gazon du stade Basile Bouilly, on a un montant éligible de 8 005, une subvention escomptée de 1 007 et un autofinancement de 6 008. 20%. J'ai d'autres questions du coup, je vais continuer. Sur la mise à disposition du logement de l'école des Cadeneaux, il a été mis à disposition dans quel cadre? Alors, il est mis à disposition à un agent municipal dans le cadre de logement de fonction, non pas pour, je cherche le mot, nécessité absolue, mais pour des prestations à pratiquer en matière de plan communal de sauvegarde. D'accord. Et sur la désignation de l'avocat pour défendre les intérêts de la commune, c'est une affaire qui est en cours de... Voilà, c'est toujours l'affaire dont on ne cite pas le nom pour les raisons de discrétion absolue. Il s'agit du terrain qui a été utilisé à des fins de véritable décharge du côté droit en passant au-dessus de l'autoroute. Nous avons gagné et il y a une décision d'appel qui a été prise. Merci. Je tiens à préciser, enfin, vous avez dû remarquer si vous passez que les travaux qui étaient particulièrement nuisibles ont été interrompus. Je reviens aux travaux. Pas d'autres questions pour les décisions, je reviens à votre question concernant les travaux dans les écoles. Travaux dans les écoles, cette année, ça a été essentiellement. Alors, les amandiers, il y a eu des travaux à Castel-Hélène et il y a eu des travaux au Bourgmestre. Ça a été des travaux essentiellement liés à des questions de climatisation, avec le contrôle de la température depuis la mairie, les services techniques, et possibilité d'adaptation sur quelques degrés de la part de la direction des écoles, ce qui a été convenu et accepté par la directrice. Les plafonds qui ont été rabaissés pour des questions à la fois sonores et... oui, la renardière, les casquettes. Et le classe au niveau des bourgmestres, M. Scamaroni était à la commission. Pas d'autres questions, donc nous entamons le conseil proprement dit avec la première délibération de M. Boucher. Bonsoir à tous. La première délibération concerne la tarification pour l'occupation du domaine public pour les activités liées à des manifestations festives, culturelles et sportives. Alors, il n'y a pas de modification de tarif et il a fallu y ajouter un nouveau tarif sur la colonne mode de taxation sur la ligne par stand et par jour. Vous avez la dernière ligne où il y a marqué « Autres manifestations sur équipements municipaux hors voie publique », c'est-à-dire les événements qui peuvent être organisés, alors nouveaux ou anciens, par exemple sur les stades, où le dernier en date, c'était le salon du bien-être à la ferme. Voilà, il n'y avait pas de tarif sur un forfait, et les services nous ont demandé de rajouter cette ligne-là. Voilà. Mais sinon, il n'y a pas d'augmentation tarifaire, les tarifs sont identiques à l'année dernière. Voilà. Question, remarque? Je mets au bois qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Adopté. Monsieur Léonis, il faut me suivre. Bonsoir à tous.
dans la délibération numéro 2. Cela concerne la cession des parcelles, la CR 293 et CR 294, sur la ZA des civils d'une contenance de 2970 m², qui sera vendue à la société civile immobilière Enoga pour un montant de 416 000 €. C'est donc sur la ZA des civils. Question? Oui. Nous sommes d'accord qu'il s'agit d'une société. Plus fort, s'il vous plaît, pardonnez-moi. Nous sommes d'accord qu'il s'agit d'une société immobilière dans le cadre de bureaux. Alors, c'est vrai qu'il y a des sociétés immobilières, mais en fait, il y aura un cabinet d'experts comptables et un entrepôt qui rentre totalement dans le cadre du cahier des charges de la ZA des civils. C'est des experts comptables. Merci. Je mets au voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. La suivante, c'est un droit de servitude consenti à la société Enedis pour l'amélioration de la qualité et la desserte de l'alimentation électrique pour le Zénibus. Et c'est donc dans le chemin de Velot, on doit faire une servitude pour la pose de bornes sur cette parcelle, la AK 153. Question, remarque? Bonsoir à tous. Donc cette délibération pourrait être le moment justement d'aborder un problème rencontré par les habitants du Val-Saint-Georges, une maison. Depuis 2 ans, il y a une alimentation électrique provisoire de leur maison qui est installée par Enedis dans l'espace Topaz, je photo ici, et la rue Escartefield, l'espace Escartefield. Donc Enedis a été sollicité à plusieurs reprises pour que les réparations soient effectuées de façon définitive, mais ça fait 2 ans que c'est provisoire. C'est complètement le désordre, les lignes sont le long par terre, sont le long du mur, sur les arbres, donc ça peut être quand même assez dangereux. Nous avons sollicité en septembre 2023, sur ce problème. Il n'y a toujours pas de réponse. Et M. Leonetti et M. Pato, vous étiez en copie de cette requête. Les résidents ont fait aussi une pétition envoyée à Enedis et sans retour. Donc nous vous demandons si c'était possible, s'il vous plaît, et j'espère, réparer ceci au plus vite. Donc si vous voulez voir... Non, c'est pas grave, je connais le problème, ils sont en bas des escaliers. Alors effectivement, j'ai été sollicité il y a quelque temps par une personne concernant, je me suis déplacé sur place, j'ai vu ce fil qui passait en travers. Nous avons fait, donc c'était pas avec M. Pato, c'était avec M. Vincent Leca, nous avons fait la demande à Enedis. Et j'ai appris la semaine dernière, parce que je suis tombé nez avec cette dame, la semaine dernière qui m'a dit que ce n'était pas fait, donc j'ai relancé, en poussant un petit cri, j'ai relancé la demande avec Vincent. Voilà. Mais désolé, je ne l'avais fait, mais bon, après je ne contrôle pas les travaux qui sont faits derrière, et il s'est passé un laps de temps important avant que je recroise cette dame et qu'ils me disent, Jean-Marc, ils ne sont toujours pas venus. Donc j'ai relancé l'opération pour le faire retirer. On va monter en puissance sur la demande bien évidemment. Mais on vous a relancé plusieurs fois par mail, pourquoi Ah non. Moi j'ai pas de traces de mail. Je suis désolé, monsieur Baron. Moi j'ai pas de traces de mail. On a des mails qu'on va vous retransférer, qui sont envoyés oui, je le pas voir, mais c'était pas mon intention, mais j'ai pas de traces de mail. Je connais très bien la personne. Voilà, je veux bien. Il faut que ce soit fait, mais ça allait occupé. Ça marche. Autre chose aussi, ça a été remonté sur l'application Les Peines Mirabeau. Donc, comment fonctionne l'appli? Voilà, qui la regarde. L'application, tous les jours, on vérifie ce qu'il y a sur l'application. Donc, tant que ce n'est pas clos, alors, c'est qu'il va y aller. Tous les jours, on le vérifie. Mais moi, vous pouvez me croire, je n'ai pas eu vent de la remontée de ce câble, parce que je vous dis, la personne, je la connais très très bien. Je lui ai dit d'ailleurs, vous aurez pu me rappeler de ne pas attendre. Et moi, sur l'application, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. Voilà, je veux bien
qu'on me fasse passer les mails parce que je ne l'ai pas. Non, mais peu importe. Il y a un loupé. Il a parlé d'Enedis et tout. Et il n'y en a pas. Merci. Donc pour cette délibération, je mets au voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. Alors c'est la numéro 4, bon, c'est la même chose, sauf que là, au lieu de... Bon, le premier c'était un coffret, là c'est des coupes-circuits pour alimenter le coffret. Toujours pareil, avec des droits de servitude pour l'implantation de coffrets coupe-circuits. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. On continue encore avec des droits de servitude pour Enedis sur les parcelles AX 452 et 935 pour permettre l'alimentation et la qualité de la desserte de l'alimentation des réseaux électriques Enedis. Sur la commune doit donc sentir des droits de servitude et là nous sommes sur les amandiers sur l'unité 2. Oui. Oui, bon. Si je puis me permettre, dans le cadre des interventions Enedis, notamment pour les travaux qui sont à effectuer sur les câbles qui restent à l'extérieur, peut-être qu'il serait judicieux de contacter les personnes qui ont en charge des chantiers que vous avez à l'ordre du jour, afin de pouvoir appuyer votre demande, parce que je sais qu'effectivement avec Enedis c'est un petit peu compliqué, surtout en ce moment. Donc il est peut-être judicieux de le faire directement avec votre contact mairie et votre contact travaux. C'est juste parce que je pense que ça qu'on passe vers les bailleurs. Mais ils ont été contactés dès que j'ai eu l'info. Hein. Oui, non, mais bon, bien souvent c'est pas les mêmes responsables. Là c'est des gros chantiers, donc c'est des responsables. Après ceux dont on parle la sortie c'est justement pour ça que je vous dis ça, monsieur Létoni, parce que souvent ça peut débloquer. Ça peut aider. Voilà. Ça peut aider. Donc pour cette délibération, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. La suivante est un droit de servitude consenti pour la Next Lock France sur la parcelle CY 634 pour permettre le raccordement de la fibre optique. Ils doivent faire une tranchée de 48 mètres linéaires et on est sur le chemin de la Capelane à la ferme pédagogique. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. La 7. Juste pour info, vous n'avez pas reçu la délibération concernant la création d'une zone d'aménagement différé. Bon, elle vous sera présentée la prochaine fois. La métropole a retiré cette délibération en prévision du conseil de métropole et sous 48 heures, elle l'a remis. On n'a pas très bien compris ce qui s'est passé. Bien évidemment, la délibération étant étroitement subordonnée au portage par la métropole, nous l'avons retirée et nous la remettrons lors du prochain conseil. Avec le la suivante. Alors la suivante. Dans la société Fauché, titulaire du marché du lot 21 d'un montant de 1 249 735,98 hors taxes, qui correspond à la tranche ferme des travaux sur l'école Claudie Henneret et de l'IDETEC. La réception des travaux a été faite le 31 août 2021 pour le groupe scolaire et le 28 avril 2022 pour l'IDETEC. Le 14-12-2023, la société Fauché a notifié à la ville un solde de 235 098 comprenant une rémunération supplémentaire de 189 082 87 du fait de l'allongement des travaux. Le 1er février, la ville a notifié à la société Fauché, par contre, un montant de 19 433,89 hors taxes. Des comptes qui est bien sûr contesté par la société Fauché. Cependant, il y a des travaux supplémentaires qui ont été demandés à la société Fauché et qui laissent apparaître un OS numéro 16 de montant de 24 938,68 hors taxes, et cet OS n'a pas été intégré dans l'avenant numéro 6 et proposé à la régulation administrative et financière. Les travaux de cet OS ont bien été réceptionnés et contrôlés. De fait, nous devons aujourd'hui signer ce protocole transactionnel
afin de régler la facture d'un montant de 29 924,02 TTC. Voilà, donc je dis bien que ce protocole transactionnel correspond à cette OS qui a été qui n'a pas été intégré dans la régularisation administrative, et les travaux ont bien été faits et contrôlés et vérifiés. Donc à ce jour, on peut régler cette facture-là de montant de 29 924,02 TTC. Question, remarque. Oui. Une remarque du coup concernant cet aménagement de la Gavotte, ça devient vraiment le puits sans fond pour, on le rappelle, 2 bâtiments sur 4. On rappelle que vous aviez promis une crèche de 80 berceaux, vous l'avez annulé dans le silence le plus total. Vous aviez promis un foyer que vous avez annulé. On a l'IDTech, on a l'école, on a 2 bâtiments sur 4 et c'est un puits sans fond financier. Donc c'est une preuve malheureusement qu'encore une fois il y a des actes et des faits et il y a une différence entre vos paroles et vos actes et on vous demande d'exécuter le projet des 80 berceaux indispensables sur la Gavotte, sur le lieu et dans le cadre du projet pour lequel vous avez demandé notre avis en 2016. Donc voilà, on aimerait sortir de ce puits sans fond et obtenir les bâtiments et les infrastructures que vous aviez promis au pays. Merci. C'est pas 2 sur 4, c'est 2 sur 3 en effet. 4, le foyer a été réorienté. Ben, ça fait 4. L'ordre, il a été réorienté. Oui, non, ça fait. Je peux parler? Allez-y, on va sur un projet de cette ampleur, entre le début et la fin, il y a souvent des évolutions qui se font. Alors, le troisième auquel vous faites allusion, la crèche n'a pas été réalisée en effet, et il est probable, alors d'abord, ce n'est pas 80 berceaux. Ce n'est pas 80 berceaux, mais peu importe le chiffre, il y avait en effet une crèche qui était prévue, et à l'origine de ce chantier, l'ancienne école primaire, celle qui était au-dessus, devait être requalifiée, réhabilitée. Bon, il s'est avéré, après étude, que cela n'était pas possible, et de fait, elle a été rasée. Entre-temps, il y a eu un transfert de l'école maternelle de la Gavotte, située au Saint-Georges, celle qu'on avait l'habitude d'appeler maternelle de Saint-Georges, à l'école Claudie-Ignoré. D'où un appel d'air et d'où une réflexion aujourd'hui sur la possibilité de mettre la crèche à cet endroit pour répondre précisément à votre question, ce qui certes n'était pas ce qui était prévu au départ, et j'en conviens sans aucune difficulté. Mais le transfert était déjà prévu dans le projet. Oui. Donc vous avez modifié le projet. Oui, on a modifié. Oui, voilà. Donc vous avez bien annulé. Pour le moment, on n'a rien modifié. Oui, mais on envisage peut-être d'autres. Vous ne saviez pas qu'en faisant ce projet, vous alliez vider le bâtiment. Bon, c'est vrai qu'il fallait effectivement un peu plus. Oui, c'est sûr, ça. Il faut des années de réflexion. Très bien. Donc pour revenir à cette délibération, oui, Monsieur Fuson. Oui, effectivement, le dossier de la requalification de la Gavotte, c'est un dossier de l'ancien mandat. C'est un dossier du mandat en cours et à n'en pas douter, ça sera un dossier du futur mandat. On voit qu'il y a énormément de litiges sur cette requalification. Il n'y a qu'à voir dans le nombre de fois dans les décisions prises par délégation du conseil municipal, le nombre d'avocats que vous avez été obligés de prendre. La requalification de la Gavotte, c'est une gestion approximative. Avec des fausses excuses. Les bâtiments qui devaient être livrés en 2019, finalement, vous avez dit que c'était la faute du Covid, mais le Covid, c'était en 2020. Des choses complètement folles qui se sont passées, comme dans l'école Claudie-Ignoré, où vous n'avez pas mis le maximum sur la sécurité incendie, qui est quand même quelque chose qui est complètement fou et dingue, quand on sait que c'est une école qui va recevoir des enfants. Là-dessus, je veux quand même rappeler que vous avez tous, sauf nous, mais tous, approuvé ce projet de l'école Claudie-Ignoré, même ceux qui maintenant passent à la radio pour expliquer qu'ils sont pour la sécurité des enfants. Cette gestion approximative aurait pu virer littéralement au drame. Cette école, elle tombe littéralement en ruine. Il suffit simplement de passer à côté. L'école tombe en ruine. Quand vous avez
présenté le projet, il y avait eu un concours de maîtrise d'ouvrage, on avait été les seuls à dire que ça ne tiendrait pas. On était les seuls à dire qu'il y aurait des manquements. On était les seuls à ne pas avoir approuvé ce projet. Il y a un manque de sérieux parce qu'on est passé de 13,5 millions d'euros à 27 millions d'euros. Et ça, c'est juste seulement les factures. Parce qu'il y a des frais qui sont rajoutés après. C'est plus du double en argent du projet initial pour seulement 2 bâtiments sur 4. Alors, une fois de plus, je le redis, on a été les seuls à émettre des doutes. Nous, on ne vous a pas donné un blanc-seing. Alors maintenant, ça me fait quand même un petit peu rire ceux qui, au moment de voter, ont voté pour trouver le projet qui ne tiendrait pas et qui maintenant tiennent un discours différent. Donc sur ce dossier, comme sur beaucoup d'autres, malheureusement sur notre commune, il y a une gestion qui est vraiment très approximative. Alors, nous voterons contre. Il s'agit de, si vous permettez, je vais d'abord répondre, je vous redonnerai la parole. Vous avez évoqué pas mal de choses, je répète, c'est pas 4, mais c'est 3. La crèche, j'ai répondu, ça vous satisfait, ça vous satisfait pas, mais j'ai répondu. Concernant les questions du bâtiment qui est en ruine, et la photo que vous montrez, qui je suppose représente la photo de la façade qui effectivement n'a pas été terminée. Elle n'a pas été terminée pour une raison très précise, c'est que le riverain, je ne vais pas citer son nom, une dame d'un certain âge, que je suis allé voir moi-même à 2 reprises, a refusé qu'on rentre pour terminer cette façade. Voilà. J'y suis allé encore dernièrement et on a réussi à s'entendre avec elle, son avocat et la mairie. Et donc cette façade devrait être terminée, j'espère, dans les meilleurs délais. Et quand vous dites que l'école Claudie Agnoret tombe en ruine, c'est de la mauvaise foi. Peu importe. La question, je vais terminer si vous permettez, monsieur le maire, j'ai vu que vous aviez levé la main. La question du désenfumage, si c'est de ça qu'il est question, nous avons eu quitus sur ce sujet. Donc cette façon que vous avez de souffler sur les braises en disant que les enfants sont en insécurité à Claudie Agnoret, non, c'est une inexactitude. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Quant au montant... Et peut-être parce que s'il n'y avait pas eu le contrôleur technique, et ce monsieur, vous auriez dû lui donner la médaille de la ville, s'il n'y avait pas eu le contrôleur technique, on aurait pu avoir une catastrophe et ça aurait pu virer au drame. Il a été viré du bureau où il était. Bon, c'est des choses qui arrivent. Donc, avant de lancer des choses, il faut se renseigner un minimum. Quant au montant, comme d'habitude, ils sont faux. Alors, ce que je vais faire, c'est je vais vous envoyer, signé de ma propre main, les montants exacts. Et comme ça, vous aurez l'occasion de les voir. Je vais terminer, si vous permettez. Quant à la question de la requalification sur l'aspect global, mon Dieu, pardon. D'un côté, on a l'IDTech. De l'autre côté, on a l'école Claudie Agnoret. Un peu plus bas, on a la place des Tabords, qui, il est vrai, a été extrêmement critiquée quant à son élaboration. Mon Dieu, ça marche pas mal, mis à part, évidemment, les éternels embouteillages qu'il y a à la Gavotte. J'ai rien d'autre à dire. Vous êtes tout à fait en droit, et on sait que l'on rentre dans une période très particulière et où les choses commencent. Mais je vous ai répondu point par point aux 3 points que vous avez dit. Je crois que votre collègue veut prendre la parole, mais d'abord M. Amaro. Je veux juste, M. Amaro a pu reprendre la parole derrière vous. Du coup, parce que quand je dis ces surfactures, les 27 millions d'euros, c'est ce qu'il y a dans le compte administratif. Donc du coup, le compte administratif est faux. Je sais pas, je vous écrirai, et comme d'habitude, vous faites la confusion entre le hors-taxe et le TTC. Vous êtes ignorant en matière financière, vous êtes de mauvaise foi. Et je finirai, les infiltrations d'eau dans l'école, il y a eu des infiltrations d'eau. Oui. Ah, d'accord, on est d'accord. Il y a eu des problèmes au niveau des fenêtres. Il y a des problèmes au niveau fenêtres ont été réglés, les fermetures automatiques. Oui, mais il y a eu énormément de problèmes. Dans un chantier, ça arrive au niveau d'une propre maison. Dans des gros chantiers comme ça, il y a effectivement
parfois des problèmes. On a levé 90% des réserves que nous avions signalées au départ et on fait en sorte que tout rentre complètement et définitivement dans l'ordre. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a que ceux qui font rien, et vous en faites partie, qui ne soulèvent pas de problème. Oui, c'était pas la voisine qui empêchait pour les fuites d'eau aussi. Hein. Comment? Non, parce que vous disiez que c'était la voisine. Vous avez dit que pour ça c'était la voisine, mais là les fuites d'eau c'était pas la voisine. Ah non, les fuites d'eau c'est une malfaçon, bien évidemment. Ne faites pas des assimilations faciles. Monsieur Amaro et Madame. Sur la Gavotte, c'est l'un des projets les plus importants de la commune, donc c'est important de prendre du temps et d'avoir la vision de tout et chacun. Juste avant d'arriver à une question qui sera assez simple, 2 points. Vous avez rappelé effectivement que tous les élus ont voté pour. Effectivement, Monsieur Fuzon, sauf vous avez raison, si vous étiez à l'époque contre la crèche, contre les pistes cyclables, contre la végétation, contre le fait de créer l'école, contre le fait de créer un foyer senior et contre le fait de créer l'IDTEC, c'était votre choix. Nous, on était pour ce projet-là. On n'est pas une opposition stérile qui nous opposons à tout. À l'époque, on était pour ces infrastructures. Aujourd'hui, on a changé d'avis. Parce que, je le répéterai à chaque fois que vous allez le dire, le projet a changé. On est passé d'un endroit où on allait pouvoir aller à pied ou en vélo, au fait qu'il n'y ait plus de vélo, plus de pistes cyclables, on n'a plus la crèche et on n'a plus le foyer des seniors. Heureusement qu'on a changé d'avis, sinon on serait un peu cynique. Deuxième point, concernant la Gavotte, on a un avis totalement différent sur les travaux qui ont été créés. À l'époque, on vous avait alerté sur l'étude de circulation qui stipulait que l'aménagement que vous avez créé aujourd'hui, c'est pas nous qui le disions, c'est l'étude de circulation, était le pire des scénarios. Si vous voulez pas entendre aujourd'hui que les riverains de la Gavotte vivent un quotidien très compliqué à cause de ces aménagements, des embouteillages, et si vous voulez pas entendre que les parents d'élèves, ceux qui travaillent dans l'école de Claudie-Ignoré, vivent des moments difficiles dans les périodes de chaleur, écoutez, c'est votre choix, vous ne les écoutez pas, nous on les entend et on mènera des actions sur ces sujets-là. Du coup, Monsieur Fuzon, vous évoquiez une chose. C'est un projet qui datait du précédent mandat, qui aujourd'hui aborde ce mandat et qui sera forcément géré par le prochain ou la prochaine. Monsieur Leonetti, vous êtes le rapporteur de cette délibération. Quel est votre avis sur la question? Pourquoi vous voulez que je vous donne un avis? Parce que vous êtes le rapporteur de cette délibération. Moi, je vous rapporte un protocole à signer. Moi, on parle du protocole, je ne suis pas là pour parler du projet de la Gavotte. Vous n'avez pas d'avis. Voilà, donc j'ai mon propre avis que je n'ai pas envie d'en discuter là. Je vous mets, vous êtes hors sujet là, encore une fois. J'ai une délibération qui concerne un protocole d'accord transactionnel. Voilà, donc là, vous votez pour, vous en profitez comme toujours de partir sur. Oui, vous êtes en campagne, ok, mais moi je vous dis, moi je ne vais pas vous donner mes projets. Mes projets, je ne vais pas vous les donner. Vous n'avez pas donné vos projets au La question est là, effectivement, M. Leonetti rapporte un protocole transactionnel précis. Qu'après, vous souhaitiez transformer un conseil municipal en tribune et en débat sur un sujet beaucoup plus général, je dirais pourquoi pas. On n'est pas obligé de suivre systématiquement dans ce type de débat. Maintenant, le débat aura lieu au moment des élections sur les projets que vous avez pour la Gavotte, parce que vous avez la critique facile, mais les idées que vous avez sur la Gavotte, on ne les a jamais trop partagées, et je me garderai bien de vous les demander, puisque ce n'est pas le moment. On veut créer un centre social sur la Gavotte et vous ne voulez pas la présenter au conseil municipal. Donc on a des idées présentées en conseil. C'est justement, vous m'avez plusieurs fois critiqué parce que je vous coupais la parole. Vous avez remarqué à quel point je suis devenu serein. Je ne me coupais pas la parole. Donc faire un nouveau centre social à la Gavotte est effectivement un projet de mandat. Donc vous le présenterez dans votre projet à venir, et puis il y aura sans doute d'autres projets de Fuzon, d'autres équipes. C'est de bonne guerre, c'est une démocratie municipale. Pour revenir à la requalification de la Gavotte, encore une fois, elle est ce qu'elle est. On est en droit de la trouver moche, on est en droit de la trouver pas efficace. C'est effectivement celle que nous avons menée, et puis vous aurez largement l'attitude de la critiquer comme vous le faites depuis le début. La seule chose que je vous rends effectivement, c'est que vous avez dit on a le droit de changer d'avis. Et tout à fait, nous aussi, parce que en plus, on est tenu
par des contraintes budgétaires que nous intégrons au fur et à mesure de l'évolution des choses. Vous m'avez souvent reproché la cagnotte qui est en train de fondre comme neige au soleil, non pas qu'on la gaspille, mais tout simplement cette cagnotte était prévue dès le début pour payer les investissements du mandat. Et effectivement, à la fin de ce mandat, il n'y aura plus de cagnotte et j'espère que nous aurons réalisé les investissements prévus. Quant au fait de ce projet du quartier de la Gavotte, qui effectivement était le projet du mandat précédent, je rappelle quand même que, pour répondre à M. Puzol cette fois, que les retards que nous avons pris ne sont pas seulement dus, et là vous avez raison, au Covid. Bon, le Covid nous a encore planté d'1 an et demi. Mais avant, monsieur, vous posez des questions, j'essaie d'y répondre techniquement parce que je n'ai pas envie de faire de la politique politicienne pour reprendre une de vos expressions favorites. Nous avons été obligés de surlever l'école par rapport à une nouvelle norme liée au bassin des égalades, oui c'est ça, je cherchais le mot, excusez-moi. Ensuite, par rapport à des problèmes de sécurité, et tout ça a pris une grosse année. Une grosse année. Pour ceux qui ont déjà été à la tête de responsabilités municipales, croyez-moi, c'est pas facile de mener des projets d'ampleur comme ça. Donc effectivement, le projet a été livré en 2022 avec, oui, on peut dire deux. Attendez, j'ai des trucs un peu précis. Merci. La livraison était intervenue en août 2021. Le degré de réalisation a été de 3 ans. Et l'IDTEC a été livré en mai 22. Bon, je reconnais que c'était hors délai, mais par rapport à d'autres chantiers qui se font, y compris dans des collectivités beaucoup plus importantes, sans tomber dans l'autosatisfaction, on s'en est pas si mal sorti. Quant à la qualité des investissements, ben, croyez-moi, la commune voisine de Marseille-Nord aimerait bien avoir des investissements de cette ordre. Bon, j'aimerais bien qu'on revienne à la délibération et qu'à la délibération. J'ai la voix qui parle. Je vous écoute. Monsieur le maire, moi je reviens sur ce projet que la délibération, dont la délibération fait mention. Encore une fois, il ne s'agit pas ici, comme vous dites, de politique politicienne, mais bel et bien d'un retour pragmatique sur le projet initial. Pour la bonne et simple raison qu'encore une fois, on note, vous disiez tout à l'heure que ce n'était pas une réussite pleine, mais on note que les défauts viennent essentiellement du manque de concertation des riverains. La preuve, la voisine qui ne veut pas faire laisser l'accès à son terrain pour pouvoir finaliser les travaux. Elle vient d'un manque d'adéquation de l'architecture. C'est la raison pour laquelle nous n'avions pas voté pour. Nous n'avions pas voté pour parce que nous n'étions pas contre l'école et nous estimions qu'effectivement l'architecture n'était pas en adéquation avec à la fois le projet, le milieu et la zone inondable qui était ici visée. Donc, voilà. Non, si vous permettez, voilà. Effectivement, ce type d'architecture dans le milieu dans lequel il a été construit, c'est-à-dire nous sommes ici en Provence avec un fort ensoleillement, avec du vent, effectivement n'est pas adapté. Hein, les vitres et le bois, ça n'est pas adapté. Vous pouvez me dire qu'effectivement il y a des labels, oui, mais on y vit, on le sait, on expérimente notre territoire, on y vit au Palais Mirabeau, du moins nous. Donc du coup, il faut explicitement définir les projets que vous effectuez en fonction de l'utilité qu'ils ont. Et c'est encore une fois, c'est de façon totalement pragmatique, il ne s'agit pas là d'un reproche, il s'agit là d'une constatation. Après, en ce qui concerne la circulation, l'étude de la circulation liée à ce projet était défavorable à ce type de projet. Et effectivement, nous avons ici sur les Pays Mirabeau de gros problèmes de circulation. Ce qui ne met pas du tout en valeur notre ville, ce qui ne met pas du tout en valeur le bien vivre au Pays Mirabeau, et qui rend les projets souvent très difficiles à accepter par la population et alimente de fait, de facto, la contestation. Donc encore une fois, il ne s'agit pas d'un procès ou de quoi que ce soit, il s'agit tout simplement de constatation et de ne pas réitérer les erreurs dans le futur qui ont été faites sur ce projet. Merci. Bon, sans doute êtes-vous plus sachante que les experts en architecture. Je rappelle qu'on a eu le label Or Bâtiment Durable Méditerranée
Mais vous dites que ce bâtiment n'a rien à voir, n'est pas adapté au climat méditerranéen. C'est votre droit de le dire et de le colporter. Donc je reviens à la délibération et je vais mettre aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. OK. Ensuite, Monsieur Long. Bonsoir, mesdames, messieurs. La délibération numéro 8 concerne la mise à disposition de la salle Tino Rossi à l'association AC Besaine, présidée par Enzo Beccari, le 27 octobre 2024. C'est une délibération que nous passons régulièrement. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. La délibération 9 concerne la mise à disposition d'une salle municipale qui est aussi pour l'association Nouveau Regard sur le Handicap, qui fêtera son 20e anniversaire et dont la présidente est Marie-Jo Klein. Ceci se déroulera le 5 octobre 2024. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. Toujours une mise à disposition de la salle Tino Rossi à l'association, cette fois-ci Pas de Velours, pour l'organisation d'une manifestation au profit de la cause animale, le 25 octobre 2024. Les bénéfices iront, vous pouvez le voir, à des refuges, à une clinique vétérinaire et à différentes organisations au profit des animaux. Oui, pardon. Une question dédiée du coup à Madame Réau, qui est l'élue à la cause animale. La cause animale est un sujet qui est important pour tout le monde, d'autant plus que dans l'équipe on a quelqu'un qui a été malheureusement embêté, on va dire le mot simplement comme ça, par certains agissements que vous connaissez, Madame Réau. C'est un sujet important. On a une question très claire. Est-ce que vous pouvez nous confirmer ou nous infirmer qu'il n'y a pas eu de condamnation et de procédure en cours concernant la SPAM et sa présidente? C'est la première question. Deuxième question, êtes-vous rémunéré par la SPAM? Alors, je ne suis pas du tout rémunérée par la SPAM, je suis simplement intervenante bénévole quand il y a des cas de maltraitance sur la ville. Ça me permet d'aller voir un petit peu ce qui se passe et d'intervenir s'il y a des animaux qui sont en danger. Je ne suis pas du tout au courant, il n'y a pas de procédure judiciaire qu'il y a actuellement contre la SPAM et contre Mme Véronique Scarica. Alors, bon, la question, bien sûr, est d'importance. Il va de soi que si vous aviez une information sur la condamnation, excusez-moi, d'une association de société comme ça, il faudrait nous le faire savoir. Madame Réau dit que Madame Réau n'a pas la science infuse, et si vous avez posé la question, je suppose que vous l'avez posée avec une question comme ça. Par hasard, vous avez demandé s'il n'y avait pas eu de condamnation. Contact, mais en tout cas, je vais le faire vérifier, bien évidemment. N'est-ce pas? Bien, je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. Il y a 11 bis. Donc vous avez quelques informations, mais vous ne souhaitez pas les donner. Non mais vous dites oui et... On a des questions, on nous a répondu très clairement que non. L'élément qu'on a, c'est non, de la part de Mme Réau. Elle a répondu non à sa connaissance. Elle va être au sujet de tout. Je pense qu'il y a quand même quelques... Enfin, moi je vais le faire vérifier et c'est pas très difficile. La 11, donc il s'agit de la mise à disposition du chalet Frédéric Mistral au profit du magicien pénois présidé par M. Michael Véron pour un spectacle aussi dont les bénéfices seront reversés à la clinique vétérinaire, cette fois-ci Padovani, située à Vitrolles. Un seul organisme sera bénéficiaire des profits. La clinique vétérinaire n'a pas été l'objet de condamnation à votre connaissance. Bon, donc a priori cette délibération fait sens. Je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Participez pas? Dites-le. Merci. La suivante. La 12, cette fois-ci, il s'agit d'une convention de résidence artistique avec la compagnie L'Apicula.
donc, qui est présidée par représentée plutôt par Madame Sandrine Coupé, pour la préparation d'un spectacle qui s'appellera Kiff Languish. Je parle, oui, mon accent anglais n'est pas très bon, Solange. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. La 13, il s'agit du remboursement d'une régie de location de salle municipale à la fonction de Madame Ludovina. Ceci pour des raisons médicales, donc on se propose de lui rendre la somme de 130 €, puisqu'elle avait réservé cette salle et qu'elle ne pourra pas s'en servir. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Merci. La suivante, Monsieur Musso, Jean-Philippe. Donc, il s'agit d'une demande de subvention à l'Agence nationale du sport dans le cadre du plan Rugby Héritage 2023. C'est un dispositif qui permet la rénovation et le développement d'équipements sportifs pour la pratique du rugby. Ça peut permettre d'avoir un taux de subventionnement à 50% avec un montant de subvention en plafond de 100 000 €. Donc, dans ce cadre-là, il y a deux opérations qui ont pour objectif de répondre d'une part aux exigences du cahier des charges de la Fédération française de rugby et aussi de favoriser la montée du club en Fédéral 3. Et ces deux opérations sont d'une part la réhabilitation des tribunes. En fait, les tribunes vont être démontées, une dalle va être installée et reconstruction des tribunes avec l'exigence aux réponses PMR et aussi donc un accroissement de la capacité d'accueil en tribune. Ça, c'est le premier point. Pour un montant donc, de 122 000 €. Et le second point, c'est la rénovation du terrain, donc qui va être totalement repris, donc avec l'enlèvement des couches supérieures, remise à niveau, bien entendu réengazonnage, et le tout pour un montant de 78 000 €. Donc ça nous amène à 200 000 €, montant estimé à la subvention, donc au plafond à 100 000 €. Question, remarque? Oui. Pendant la durée des travaux, du coup, les équipes de rugby vont jouer où? Je pense qu'ils vont se déplacer sur Gignac. Sur Gignac? Je pense. Et les travaux sont prévus parce qu'effectivement, le terrain en a vraiment besoin. On va choisir un moment précoce pour faire les travaux au moment où il y aura la période de creux. D'accord, donc ils ne sont pas encore prévus là. Alors, oui, c'est ça. Il y a trois types de travaux prévus au rugby, vestiaire, tribune, terrain. Bon, vestiaire, c'était promis depuis longtemps, tribune, c'est une nécessité absolue. Le terrain, que les choses soient claires, le terrain ne sera jamais parfaitement en ordre. C'est un terrain qui a été fait à l'époque sur du remblai d'une ancienne décharge, et de temps en temps, effectivement, il y a des affaissements qui se produisent. À l'époque, comme quoi là aussi les projets peuvent évoluer, changer en fonction des utilisateurs, on essaie le plus possible de se rapprocher d'eux. À l'époque, on avait envisagé de déplacer le stade de rugby et ses équipements ailleurs. On avait plusieurs hypothèses. Il y avait l'hypothèse du côté de Jarbourg, puis il y avait l'hypothèse de Sumer. Ça n'a pas été retenu par les utilisateurs. Donc régulièrement, on est entre guillemets condamné à refaire le mieux possible le surfaçage du terrain de rugby. Voilà. Oui. Je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Merci. Adopté. Pierre, à toi. Bon, ben, bonsoir à tous. Il s'agit de l'attribution d'une subvention municipale à l'association Pen Mirabeau Handball pour un montant de 7 900 € qui se décompose de 6 000 € pour le fonctionnement et de 1 900 € pour leur participation aux activités sur les écoles. Je mets au... Oui, pardon. Excusez-moi, est-ce que vous pourrez nous transmettre le dossier de demande de subvention de l'association, s'il vous plaît? Est-ce que vous pourriez nous transmettre la demande du dossier de subvention du club de handball, s'il vous plaît? Merci. Voilà, on a donné ce qui était demandé, de toute façon. Voilà. Oui, il y a un problème. Pas de problème. Non, c'est qu'on ne le demande pas à chaque fois. Il était convenu en fait qu'on recevrait à chaque demande de subvention
la demande faite par les associations. Et pour celle-ci, on ne l'a pas vu, c'est pour ça qu'on réitère la demande. On a voté. J'espère Marouni dans la commission, il doit savoir. Oui, ben, justement. Ce coup-ci, on n'a pas eu. Bon, on le fera passer. Donc je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. C'est moi pour les suivantes. Alors, on a deux dénominations de la crèche des Roumettes. J'ai sauté quelque... Ah oui, la reprise des concessions en état d'abandon. Pardon. Mais ça, c'est une délibération d'ordre. Je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. Concernant deux salles, je propose la dénomination de la crèche des Roumettes, crèche Francette Mépi, et la dénomination d'une des deux salles de la Voilerie, salle Annie Martin. Je ne vais pas retracer leur carrière à l'une et à l'autre. Il y en a une, surtout qui est encore présente au sein du conseil municipal, et à qui je demanderai d'ailleurs de sortir pour le vote. Non, mais car on n'a pas encore. Doucement. Donc, voilà. Alors, la première, crèche Francette Mépi. Des questions, des remarques? Oui. Oui, un avis qu'on a exprimé déjà en commission auprès de Madame Mépi directement, puisqu'on a évoqué ce point lors de la commission de cette semaine. On est très embêtés par cette délibération parce que ça vient titiller un peu nos valeurs. Nos valeurs ont plutôt tendance à aller honorer la mémoire de celles et ceux qui ne sont plus de ce monde et qui sont déjà partis. Et c'est vrai que dans notre position, on trouve que donner le nom d'un bâtiment à un élu qui est toujours vivant, ça ne correspond pas forcément à nos valeurs. Alors, on est embêté parce qu'on apprécie beaucoup Francette personnellement, mais d'un point de vue valeur, c'est dérangeant pour nous. Et c'est vrai que s'il fallait trouver un nom, on aurait plutôt vu le nom d'une directrice, d'un directeur, d'un agent qui n'est plus de ce monde et qu'il faut valoriser, ou un élu qui n'est plus de ce monde non plus, ou alors tout simplement demander à la population via, on a un élu à la démocratie participative qui est M. Musso. M. Musso aurait pu aussi, dans le cadre de cette délégation, lancer une démarche auprès des usagers de la crèche. Donc on est embêté parce que personnellement, comme on a dit à Francette en commission, ça nous fait plaisir que ça fasse plaisir à elle et sa fille qui a demandé à ce que ça se fasse. Mais on est vraiment dérangé par cet aspect valeur sentimentale entre guillemets. Bref, tu as le mauvais goût d'être encore en vie. Voilà. Bon, toute plaisanterie mise à part, vous votez ce que vous voulez. Hein. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser un point, quand on a parlé avec Annie Martin, donc, qui sera concernée par la deuxième délibération, elle nous a dit, la première réaction que j'ai eue quand on a annoncé ça, c'est de vous dire, mais je ne suis pas morte. Donc si qu'effectivement, cet entre-soi, voilà, c'est un peu dérangeant pour nous. C'est pas de l'entre-soi, je veux dire, c'est pas la première fois, je vous donne la parole, c'est pas la première fois qu'on dénomme de son vivant une personnalité de la commune qui a consacré de très nombreuses années à une cause. Le cas le plus typique qui me vient immédiatement à l'esprit, c'est celui de Jean Bourg. Il voulait pas. Comment? Il voulait pas. Comment ça, il voulait pas? Il voulait pas à la base. Bien sûr qu'il voulait. J'étais même à l'inauguration du gymnase de Jean Rau, il avait fait un discours super. À la fin, ça s'est voulu, mais au départ, il ne souhaitait pas de son vivant avoir le nom de Lucien Masoué. Il y a Vampoué, il y a Simon de Martigues. Non, mais c'est pas votre droit, c'est pas vos valeurs, c'est pas vos valeurs. On ne dit pas que c'est bien ou pas bien, on dit que ça ne correspond pas. D'accord. Francette, tu veux bien sortir? Ah pardon, excusez-moi. Vous voyez que je ne suis pas toujours méchante, parce que des fois je peux aussi... Je vous ai jamais dit que vous étiez méchante, chère madame. Parce que des fois je peux aussi aller dans votre sens. Eh bien, écoutez, moi je trouve ça très bien que des places et des noms soient donnés aux gens quand ils sont vivants, parce que déjà ça fait plaisir essentiellement aux vivants, on ne sait pas ce qui se passe après. Et puis surtout, aujourd'hui, on voit partout qu'on a un manque de personnes qui vont s'investir bénévolement dans les projets. Et ça, je trouve que c'est important de le souligner et de l'encourager. Francette, je ne veux pas la faire rougir, mais a eu un engagement au niveau de la commune, tant dans la vie associative que dans le domaine
ses mandats d'élu. Je ne vais pas retracer sa carrière, mais enfin, il a été élu avec Victor Mélan. Au départ, c'était les cantines, si je me rappelle bien. Puis en 2001, j'ai proposé un poste d'adjoint que tu as accepté, que tu as parfaitement assumé. Wow, bon, comme ça, c'est un petit plaisir que l'on peut faire à une personne. Voilà. Bien, je te demande de sortir quelques secondes. Je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Vous votez pour? Monsieur Scamaroni vote pour et on ne participe pas au vote. Ah, vous ne participez pas au vote? Très bien. Monsieur Scamaroni a voté pour? Oui. Tout à fait. Ah, la solidarité corse, quand même. Allez, on peut rentrer, Français. Bon, ça a été voté pour à une très large majorité. Tâche de tenir le coup jusqu'à la petite fête qu'on aura pour cette inauguration quand même. Hein. Pour t'avoir soigné de très nombreuses années, tu es encore en très bonne santé pour ton âge. Tu veux dire quelques mots, bien sûr? Bien, déjà, merci. Je pense que puisque ça a été voté à l'unanimité, pas à l'unanimité. Moi j'ai voté. Je tiens à remercier, c'est vrai que je tiens à remercier ma fille et Michel, qui ont pu me donner cette possibilité, les yeux ouverts, grâce à Dieu, cet hommage. Parce que c'est vrai que j'ai fait tout ce que j'ai pu pour la commune, pour l'amour de la commune. Et je vais continuer tant qu'on me prête vie. Voilà. Merci à vous tous. Merci monsieur le maire. Merci ma fille. Voilà. Bien, bis repetita pour Annie Martin, bon, qui n'est plus élue, donc qui ne pourra pas prendre la parole. Je pense que pour les mêmes raisons, bon, d'accord. Donc je mets directement au vote. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. M. Scamaroni, elle n'est pas contre, non. Voilà. J'ai compris. Vous dites franchement, je ne la connais pas. Ça aurait été Martini. Je suis honnête. Ça aurait été Martini, pas Martin. Français, c'est pas pareil, mais Madame Martin, c'est pas l'honneur de la connaître. Bien, donc la délibération suivante est la création d'emplois et la mise à jour du tableau des effectifs. Une délibération habituelle, un dépoussiérage pour essayer de courir au plus près de la réalité. Qui est pour, qui est contre. Oui, vous voulez parler, excusez-moi. Oui, j'ai une remarque à faire sur la création, le tableau des effectifs et le nombre d'agents qui sont donc de 464. Et donc 92 agents sont à temps non complet, ce qui représente quand même un cinquième des agents de la commune. Et je trouve ça énorme par rapport à une commune. Et je trouve que c'est pas une gestion correcte et que ça crée une précarité pour les agents qui sont en plus des catégories C évidemment et pas des catégories A et B. Par ailleurs, j'ai aussi, je suis étonnée sur deux sujets. Les collaborateurs de cabinet qui sont identifiés comme emplois fonctionnels, alors que pour moi c'est pas des emplois fonctionnels et que c'est bien autre chose, puisque c'est la différence entre le politique et l'administratif. Là il y a un sujet, donc c'est dans la dénomination. Bon, je pense que le travail qui a été fait, d'ailleurs j'ai identifié le travail, l'énorme travail de tableau des effectifs qui a été fait, parce qu'il y a une bonne remise à plat. Et donc ça, à mon avis, ça nécessite peut-être quelque chose de correction, puisque c'est pas un emploi fonctionnel. Et par ailleurs, j'ai noté une inadéquation entre le grade et la fonction pour une personne qui est chauffeur. Je ne comprends pas quel chauffeur, donc j'imagine c'est un chauffeur poids lourd,
soit aussi technicien. Ça me paraît étonnant. Technicien principal de première classe, ça me paraît étonnant, ou en tout cas de ne pas utiliser la personne à sa juste valeur et l'utiliser comme un chauffeur, parce que à part chauffeur poids lourd, je ne vois pas quel métier il fait. Donc je suis très étonnée de ces deux informations-là. Concernant les emplois fonctionnels, pour moi, les emplois de cabinet, au même titre que les emplois de directeurs généraux, étaient des emplois fonctionnels. On va le faire vérifier par la directrice des ressources humaines. La question du temps partiel. Le temps partiel est une vraie question. C'est pas un temps partiel, c'est un temps non complet. Ça veut dire que ce n'est pas des choix de la part des agents. Ça dépend. Ça dépend. Non, ça dépend. Il y a deux choses qui président à cette question-là. La première, c'est effectivement, dans un certain nombre de cas, je ne vais pas vous dire combien, j'en sais rien, le choix d'agents qui, pour la plupart du temps, vous l'avez dit, c'est des catégories C, et toujours la plupart du temps, ce sont des dames qui demandent ces temps non complets parce que s'occuper des enfants, etc. Même si aujourd'hui, c'est plus trop à l'ordre du jour de dire c'est les femmes qui s'occupent des enfants, mais enfin, ça continue comme ça. Et la deuxième raison, c'est qu'il y a également des nécessités de service qui font qu'à un moment donné, sur des postes occupés, on ne peut pas les faire occuper par plus de temps que le temps nécessaire. Autant que faire se peut, je dis bien autant que faire se peut, on essaie d'éviter les temps partiels. Et quant à la troisième question que vous avez soulevée, la question du chauffeur, c'est effectivement un chauffeur qui a tous les permis en fait, poids lourd, service en commun, et qui pour des raisons d'ancienneté et de santé à un moment donné a évolué vers un chauffeur de véhicules légers. Voilà. Ça veut dire qu'il conduit qui en tant que chauffeur de véhicules légers? Il conduit les agents de la mairie qui en ont besoin, et moi en tout premier lieu, puisque c'est ça que vous voulez entendre. D'accord. Donc je mets aux voix qui est... Bon, je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. Les indemnités de fonction. Question, remarque. Oui. J'ai une question. J'ai lu avec attention effectivement les indemnités pour les conseillers municipaux. Il y en a 3 qui ont des indemnités plus hautes que les autres et je suis curieux de savoir pourquoi, tout simplement. On l'avait déjà évoqué il y a quelque temps, tout simplement par, peu importe, comme je n'ai absolument pas de répéter, tout simplement par le fait du temps qu'ils consacrent à leur délégation, qui est nettement plus important, enfin, du moins en principe, que celui consacré par des conseillers municipaux sur des délégations moins lourdes. Après la répartition, on vous a, enfin, je crois que c'était bien expliqué dans la délibération, c'est dû au fait de la démission de Madame Slissa de son poste d'adjoint. Oui. Oui, excusez-moi, je rebondis sur ce que vous dites, ce que je suis en train de dire en même temps. Rien du tout contre ce conseiller, mais le conseiller qui est délégué au quartier à proximité aux anciens combattants passe plus de temps, vous pensez, qu'il y a un autre conseiller qui va être sur la transition écologique, sur la culture Peut-être, je vous réponds sans aucune difficulté. Sur le papier, la nécessité de passer beaucoup de temps à aller dans les quartiers, lorsqu'on a fait ses choix, était effectivement mise en avant. Oui. Après, je ne suis pas là pour contrôler les heures des uns et des autres et la représentation. Je ne flique pas mes élus. Ils me représentent tant bien que mal. Bien souvent, je me représente tout seul. J'aime bien venir aux manifestations diverses et variées, qu'elles soient sportives, culturelles, etc. Oui. Oui, lors du dernier conseil municipal, on avait posé la question sur le remplacement de la délégation de Madame Slissa sur la transition écologique. Vous aviez dit que vous étiez surpris de la décision de Madame Slissa et donc pas prêt en juin pour vous organiser, ça fait 2 mois. Quelle est la personne et quel est l'adjoint qui a en charge la transition écologique? Attendez, je vais vous répondre que j'ai gardé la délégation. Je ne l'ai pas donnée. Pour des raisons justement occupationnelles. Les élus sont
très occupée, beaucoup travaillent, donc j'ai décidé de garder cette idée. C'est auprès de vous que sur la transition écologique. Autour de tout ce qui touche à l'environnement, oui, en effet. Ok. Par contre, la première partie de votre phrase, j'avais été surpris. Non, malheureusement, non. Pourquoi? C'est ce que M. Leonetti nous a dit sur la démission de Mme Slissa. Ah, bon, j'étais pas à ce conseil. Je n'ai pas loupé beaucoup de conseils. Celui-là, je n'y étais pas. Moi, c'est toujours très délicat d'aborder des questions de santé, ce que je me garderais bien de faire en conseil municipal. Mais la décision de démissionner de Mme Slissa est une décision qui n'est pas surprenante et qui est, hélas, très sérieuse. Tout le monde sait la proximité personnelle que j'avais avec Mme Slissa et depuis tant d'années. Donc, je mets au voix qui est pour, qui est contre. Pour ou contre, pardon. Pour. Abstention, 2 abstentions. Ensuite, à la dernière, oui. Attribution de logement de fonction. Ça a été un petit peu évoqué pour un cas en particulier tout à l'heure. Là, c'est quelque chose de plus général. Question, remarque. Oui. On ne pourra pas prendre de décision là-dessus, donc on sera contraint de s'abstenir parce qu'on a demandé en commission la liste des logements attribués à des agents, on ne l'a toujours pas obtenu. Donc, vu qu'on n'a pas les éléments, on est obligé de s'abstenir. Oui, ça m'est remonté, effectivement. Vous aviez fait cette demande. Je l'ai validée à un bémol près. Donc, la liste des logements, oui. Les raisons pour lesquelles on a attribué ces logements, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, par rapport au plan communal de sauvegarde, ce qui nécessite certaines astreintes, oui. Parfois des nécessités absolues de service, oui. Par contre, pour les raisons habituelles, je ne communiquerai pas les noms. Libre à vous d'aller regarder dans la boîte aux lettres, qui sait si ça vous fait plaisir, hein, mais nous, on est de plus en plus tenus par le règlement, le RGP, voilà, et j'essaie, pour le moment, on n'a jamais été épinglé, d'appliquer ça avec un maximum de discernement. Mais vous aurez la liste, il n'y a pas de problème. Mais vous pourrez ne pas voter ou ne pas participer. Et je vous réponds. Oui, madame. Il me semble, enfin, on a discuté avec M. Leonetti dans la commission où on nous a indiqué que la personne en charge de la fermeture des 3 cimetières, de l'ouverture de la fermeture des 3 cimetières, a une nécessité, a un logement pour nécessité absolue de service. Quand on relit dans la délibération, les raisons, c'est le service notamment pour des raisons de sûreté, de sécurité, de responsabilité, sans être logé sur son lieu de travail ou à proximité immédiate. Ça ne me paraît pas du tout dans les clous par rapport à la nécessité absolue de service, puisque cet agent-là, qui est en plus n'est pas un agent technique mais un technicien, a été logé au Bouroumette. Bouroumette, j'ai pas vu de cimetière. Aujourd'hui, nécessité absolue de service, c'est un peu à proximité immédiate, ça me paraît difficile de justifier. Et à mon avis, c'est un avantage en nature qui est un peu limite pour l'agent qui est concerné. Et je trouve que c'est pas logique, ou alors c'est un ami à vous, mais je pense qu'il y a un souci sur l'affectation de ce logement-là. C'est les vacances ensemble. Non, plus sérieusement, vous avez une lecture qui n'est pas la mienne. Voilà. Jean-Marc. Non, moi, juste, je voulais répéter ce que j'ai dit en commission. C'est un agent qui ouvre les cimetières à 6h30 le matin, qui les referme le soir. Comme je vous l'ai dit, c'est lui, quand il y a quelque chose qui se passe sur les cimetières, que ce soit la PM, la nationale ou tout autre, c'est lui qui est appelé, il a des astreintes. Voilà. Il n'y a rien de déguisé là. Je ne doute pas qu'il ait des astreintes, mais le logement pour nécessité absolue de service lui permet de ne pas avoir du tout à payer la moitié, alors que les autres, ceux qui ont l'astreinte, payent la moitié du logement. Là, c'est un logement gratuit pour un agent qui ne... Ils n'ont pas des astreintes, comme tous les jours, comme il a cette personne-là, ils ont des astreintes toutes les semaines, voire tous les 15 jours. C'est pas comme cet agent-là. Cet agent-là est d'astreinte tous les jours.
Mais écoutez, si c'est litigieux, portez-le faire, hein, faites-en un litige. Nous, on a eu cette lecture en toute bonne foi et pas pour des questions d'amitié ou de clientélisme, comme vous l'insinuez. Vous êtes tout à fait en droit de porter le fer. Voilà, donc je mets aux voix, non pas sur ce cas précis, mais sur la délibération générale qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Ok. Nous avons une question orale de M. Amaro. Je vous écoute. Chers élus, en 2021, vous avez pris individuellement la décision de privatiser la crèche des Palières. En 2021, vous vous êtes rendu, vous, élus majoritaires, ainsi que Madame Inaudi, responsable de la situation que vivent aujourd'hui les familles pénoises, ainsi que les agents au sein de cette structure privée. Monsieur le maire, monsieur l'adjoint aux finances, Madame Inaudi, qui n'est malheureusement pas là présente, vous êtes restés sourds lors de nos alertes que nous avons évoquées à maintes reprises lors de la commission consultative qui avait lieu en février 2021. Monsieur Leonetti, Madame Chao, vous avez justifié lors du comité technique de mars 2021 la privatisation de la crèche de la Renardière par le fait que, je vous cite, il devenait urgent de prendre une décision concernant cet établissement vieillissant dont on sait qu'il recèle de l'amiante et qu'il y a urgence à agir compte tenu de l'état des locaux de la Renardière qui présentent des risques de sécurité. Mesdames et messieurs, le sujet de la crèche de Palières est un sujet majeur pour les parents aujourd'hui qui en sont usagers et les agents qui y travaillent aujourd'hui. La crèche de la Renardière faisait partie de votre programme de 2008, de 2014, puis de 2020. Monsieur le maire, vous avez évoqué le fait que vous pouviez construire en 3 ans une crèche que le privé pouvait construire en 1 an. Si vous aviez tenu vos engagements, si vous aviez mis en action vos actes par rapport à vos paroles, vous auriez tout eu le temps de pouvoir construire une crèche publique et ne pas attendre 13 ans pour le faire. Nous sommes intervenus lors du conseil municipal du mois de mai 2024, au sein duquel vous avez tenté de minimiser les alertes que nous faisions via les retours de parents d'élèves qui n'existent dans aucun compte-rendu que personne ne nous a transmis aujourd'hui. Mesdames et messieurs les élus majoritaires, Madame Inaudi, vous avez aujourd'hui le choix, après la sortie du livre Les Ordres, après les aveux de Michel Amiel sur BFM TV, soit de rester responsable par votre vote de la situation que vivent les familles aujourd'hui, soit de demander à Monsieur le maire de revenir sur cette délégation de service public. Monsieur le maire, je rappellerai que le ministère de l'Intérieur a précisé le 18 juin 2015, dans une réponse publiée au journal officiel Sénat, que dans le cadre d'une délégation de service public, le délégant est autorisé à résilier unilatéralement une telle convention en cours d'exécution pour un motif d'intérêt général, quand bien même cette faculté n'aurait pas été expressément prévue par les parties. Le Code de la commande publique précise, lui, depuis une ordonnance de 2018, que la résiliation de contrat peut se faire en cas de faute d'une gravité suffisante du concessionnaire ou pour un motif d'intérêt général. La question est simple, quand allez-vous amorcer cette démarche, monsieur le maire? Alors, à question simple, réponse simple. On n'entend pas. Ah, vous n'entendez pas? Non. Pardon. Merci. À question simple, réponse simple, pas pour le moment. Nous avons fait une délégation de service public. Ce n'est pas une crèche privée, c'est une crèche portée par un organisme privé, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et non, en termes de gestion, c'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. Cette délégation de service public, je me suis largement exprimé sur le pourquoi du comment. Je rappelle qu'en France, il manque 100 000 places de crèche, qu'aujourd'hui, nous avons de plus en plus de mal, que ce soit dans le public et hélas aussi dans le privé, à recruter du personnel. Il y a eu des imperfections notables que je n'ai pas avouées, comme vous dites, mais ça, c'est vos expressions. Je les ai tout simplement reconnues.
Je les ai tout simplement reconnus. Le matin, vous avez été invité sur RMC, sauf erreur de ma part, et moi le soir sur BFM. Voilà. Et j'ai répondu très clairement, oui, il y a des dysfonctionnements, oui, nous les suivons de très près, y compris par des relances, y compris par des courriers, y compris par des pénalités de nature financière. Et avant de détricoter cette DSP, je pense normal de se donner encore du temps. Je ne vais pas le faire dans l'urgence et je vous ai répondu. Alors, j'espère de tout cœur que moi il me semble que d'ici la fin du mandat, les choses seront remises à plat, mais je n'attendrai bien évidemment pas la fin du mandat pour suivre ça de très près, comme je le fais très personnellement. Vous auriez pu associer d'ailleurs, elle n'est pas là pour des raisons de deuil dans sa famille, Madame Tchélékian, qui est mon adjointe à la petite enfance et qui suit ça de très près. Il va de soi que si ces manquements persistaient, on serait amené à prendre des mesures. Alors, je vais quand même reprendre l'aspect juridique que vous avez évoqué, mais de façon plus claire. S'il y a faute grave, il va de soi que ça ne pose aucun problème. Le motif d'intérêt général est plus difficile à plaider. C'est-à-dire que si on détricote, on condamne cette DSP pour un motif d'intérêt général, bien entendu, mais ça c'est normal, on sera amené à prendre en charge le coût financier de la construction, c'est normal, mais on peut être aussi amené à payer des pénalités sur la non-justification de cette mesure. Voilà pour laquelle je me donne encore du temps. Je ne vous dis pas que je suis ça au quotidien, mais il ne passe pas une semaine où je ne vérifie pas les choses. Je tiens aussi à dire qu'il y a eu des contrôles de la PMI. Il y a d'ailleurs eu, de la part de l'Association des maires de France, un communiqué précisant à quel point il était difficile d'accompagner les structures de la petite enfance au niveau municipal. Le gouvernement décide de lancer un service public de la petite enfance pour m'être intéressé au sujet qui était déjà sur la table lorsque j'étais sénateur. Je dois vous dire que le service public de la petite enfance est une espèce de gros outil technocratique qui ne réglera en rien les principaux problèmes. Donc je vous ai répondu, pour le moment, je n'amorce pas cette démarche. Merci. Et le conseil municipal est terminé.